Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous Urgence Confinement. L'objectif de cette heure ensemble est de vous accompagner, vous, entreprises, dans la prise en main des mesures d'urgence d'accompagnement pendant le confinement. Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir ou redécouvrir les mesures et leur articulation, d'écouter le témoignage d'une entreprise et de poser toutes vos questions. Pour cela, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir 3 intervenants parmi nous. Thibaut Guilhuy, tout d'abord, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Bonjour Thibaut. Bonjour. Également Loïc Touranché qui nous fait le plaisir de revenir sur ce webinaire. Loïc Touranché, pour rappel, est avocat associé au cabinet Actons spécialisé en droit du travail. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Et également du coup André Festou, directeur de Festou Intérim. Avant de laisser la parole à Thibaut Guilhuy pour quelques mots d'introduction, petit rappel des règles de fonctionnement. Donc, vous avez l'onglet chat qui vous permet d'échanger, de donner vos bonnes pratiques et également, si vous le souhaitez, de pouvoir proposer des thématiques pour des prochains webinaires. Et également l'onglet questions qui vous permet de poser des questions, sachant que vous pouvez également noter ces questions qui permettront ensuite d'être relayées en direct pour répondre à toutes vos requêtes. Merci à tous encore une fois. Et Thibaut, du coup, je te laisse la parole pour introduire cette session ensemble. Bonjour à tous. On est ravis, je suis ravi d'être avec vous pour ce temps de partage et ce temps d'échange dans une période qui est particulièrement difficile. Lors du premier confinement, en fait, avec la France Une Chance, nous avions inauguré un petit peu cette démarche de webinaire qui est essentielle à nos yeux pour pouvoir nous assurer que en fait, toutes les mesures qui sont prises sont comprises, sont suffisantes, nécessitent le cas échéant éventuellement de pouvoir les adapter par rapport à la réalité du terrain, à votre réalité, à vos besoins. Et donc, c'est la vocation de ces webinaires. Comme vous le savez, dans le contexte de ce nouveau reconfinement, avec le gouvernement, nous avons pris des mesures importantes. L'Assemblée nationale a voté près de 20 milliards d'euros de soutien supplémentaire, donc déjà 15 milliards d'euros qui vont être affectés et puis 5 milliards en cas de besoin pour aider chaque entreprise partout sur le territoire à pouvoir passer en fait ce cap. Notre stratégie et notre détermination restent la même, c'est de faire en sorte que face aux contraintes et aux difficultés du confinement, nous puissions accompagner chaque entreprise à traverser en fait cette période, à pouvoir soutenir l'emploi, maintenir autant que possible tous les emplois, de manière à pouvoir rebondir ensuite et puis repartir de l'avant quand la situation sanitaire sera à nouveau stabilisée, ce qui pour le moment, comme vous le savez, n'est pas prévu pour les prochaines semaines. Ces 20 milliards d'efforts, c'est une solidarité nationale et puis un effort colossal qui va permettre, et Maître Touranché y reviendra, de décliner tout un tas de mesures très concrètes à vos côtés, des mesures pour certaines que vous connaissez déjà et dont vous avez parfois pris une certaine habitude, puisque on a renoué avec un certain nombre de mesures qui avaient été établies et bien fonctionné pendant le premier confinement. Et puis on l'a complété de mesures aussi nouvelles, de dispositions nouvelles par rapport justement à tout un tas de remontées que vous avez pu nous faire à l'occasion de ces temps d'échange. Je pense notamment au loyer, je pense aussi à la revue du plafond du fonds de solidarité qui est passé de 1 500 € à 10 000 € selon évidemment les conditions. Je pense à certaines mesures sur lesquelles on reviendra au cours de cet échange. Voilà, moi ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Elisabeth Borne et puis le ministère du Travail est totalement engagé et mobilisé à vos côtés dans ce moment, que cette solidarité, en fait, à mon sens, elle doit être de toutes les dimensions.
c'est d'avoir une solidarité envers vous et envers les entreprises et puis les employeurs de ce pays. Mais c'est aussi de voir comment on peut déployer les solidarités entre nous, entre les entreprises, en partageant les pratiques, mais aussi en activant un certain nombre d'outils de type prêt de main-d'œuvre, de type outils pour faciliter les transitions professionnelles, ou etc. Et donc, de ne pas regarder chacun juste avec son entreprise comment il peut trouver des solutions, mais s'ouvrir peut-être aux autres acteurs du territoire pour voir comment les faciliter. Donc là aussi, on a mis en place des dispositifs et on peut évidemment les renforcer, les soutenir, les développer. En tout cas, la ministre est totalement à l'écoute de ça et ça nous intéressera de vous entendre sur ces questions-là. Et puis, le dernier point, c'est la solidarité envers le pays, parce qu'il y a forcément des populations, des situations, des territoires qui subissent de façon plus dure la période actuelle. Et c'est aussi important dans ces moments-là d'être évidemment concentré sur sa feuille de route et puis sur ses enjeux particuliers, mais aussi rester à l'écoute en fait de la dynamique collective et puis des solidarités collectives qui sont absolument nécessaires. Mon commissariat est pleinement engagé, notamment par exemple sur l'emploi des jeunes et puis sur l'inclusion, comme vous le savez. On aura d'ailleurs cet après-midi à 17h30 le lancement du plan jeune avec une grande mobilisation de toutes les entreprises des pays de la Loire. Et donc toujours garder à l'esprit, et c'est en tout cas ce qui nous guide, nous, c'est que c'est vraiment par la solidarité, par la coopération, par le travail en commun qu'on va s'en sortir. Et c'est avec cet état d'esprit-là qu'on a envie de vous accompagner avec la France Une Chance. Voilà, je passe la parole. Je pense que c'est Loïc peut-être qui va nous mettre tout ranché, qui va nous donner déjà un premier panorama concret et pratique de ce qui peut être mobilisable en ce moment. Tout à fait. Merci du coup à Loïc Touranché. Oui, donc effectivement, l'objectif, c'est vous faire un petit panorama des mesures auxquelles les entreprises sont éligibles et on pourra ensuite échanger directement sur vos questions concrètes. Deux points d'introduction. Le premier point d'introduction, comme a indiqué Thibaut Gully, je crois que c'est très important, c'est que les entreprises dans ces moments difficiles travaillent également avec leur écosystème. Si vous soutenez les uns les autres dans votre écosystème et si votre écosystème tient le coup, votre entreprise va passer plus facilement cette période difficile. La deuxième chose, c'est la question de l'adaptation. Dans les échanges que j'ai avec les clients, un certain nombre de remarques peuvent être faites sur le fait que telle ou telle mesure n'est pas suffisamment précise, n'est pas suffisamment pérenne. On pourrait penser à d'autres rubriques ou mesures. C'est aussi l'objectif de ces chats, de pouvoir avoir un certain nombre d'éléments de votre part, mais ayez en tête que effectivement, il y a un certain nombre de mesures, on va les prendre. Elles sont cumulatives ou non. Et vous devez vous poser la question, non pas de la meilleure mesure qui vous est applicable, mais est-ce que vous rentrez dans les conditions de l'ensemble de ces mesures, parce que vous pouvez bénéficier en réalité du cumul de l'ensemble de ces mesures. Alors, quelles sont ces mesures d'aide à l'économie ? La première, c'est l'activité partielle. Pourquoi est-ce que je commence par l'activité partielle, chômage partiel, peu importe comment on l'appelle, parce que la ligne directrice de ce deuxième confinement, c'est la continuité de l'activité économique. Et pour assurer la continuité de l'activité économique, eh bien, on peut avoir dans son entreprise une partie des collaborateurs qui travaillent, une partie qui ne travaille pas. Et dans ceux qui travaillent, certains peuvent travailler à 80%, d'autres peuvent travailler à 10%. Donc, vous devez vous poser la question de l'activité partielle comme un outil très polyvalent, très flexible de comment je travaille demain. Pour être éligible à l'activité partielle, il faut soit que les mesures étatiques mises en œuvre interdisent votre activité, soit que les mesures étatiques mises en œuvre limitent votre activité économique et donc est une répercussion directe pour l'activité économique. Donc le chômage partiel est bien évidemment ouvert à toutes les entreprises qui travaillent actuellement. Il ne faut pas que j'ai une interdiction d'activité économique. Il faut que les mesures étatiques pour sauvegarder la santé de nous-mêmes et de nos concitoyens limite mon activité économique. Donc par là même, vous avez l'activité partielle totale, fermeture d'un établissement, fermeture d'un département,
fermeture d'un site. Et vous avez l'activité partielle ou l'activité partielle réduite, qui est la réduction du temps de travail de mes collaborateurs. Et il y a une évolution forte qui a été faite en mars dernier lors du premier confinement, c'est la possibilité de faire de l'activité partielle individuelle. L'activité partielle, le principe depuis très longtemps, c'était je réduis de 30% l'activité d'un département. Et là, à travers les nouveaux décrets, nouveaux textes, on peut faire de l'activité partielle individuelle, soit par accord collectif d'entreprise, soit pour les plus petites entreprises par avis conforme du CSE, et si je n'ai pas de CSE, par décision unilatérale. Et là, je peux prendre l'ensemble de mes salariés, que j'en ai 200 ou que j'en ai 4, et dire, toi, tu travailleras tel jour, tant d'heures, tel jour, tant d'heures. Et sur les heures non travaillées, je vais aller solliciter les aides de l'État avec une prise en charge à 70% du salaire brut du collaborateur par l'employeur et un remboursement à 60% du salaire brut avec des plafonds à 4,5 SMIC. Il y a un petit reste à charge, 10 à 15%, mais qui est faible. Donc, l'activité partielle, ne le limitez pas dans votre approche à quelque chose de très binaire, je suis ouvert, je suis fermé. Non, tout le monde peut quasiment bénéficier de l'activité partielle et vous pouvez faire de l'activité partielle individualisée. C'est une simple déclaration auprès d'une plateforme ouverte auprès du ministère du Travail. Vous devez le justifier, bien évidemment. Il y a des cas de recours, je ne vais pas rentrer dans le détail, il faudra que chacun d'entre vous se pose cette question-là, mais ayant en tête que vraiment l'activité partielle aujourd'hui est pour moi le premier outil de soutien de l'activité économique, un outil extrêmement flexible, très malléable, très individualisable. C'est réellement le premier et le meilleur outil. Ensuite, il y a des mesures d'aide. Je commencerai par les exonérations de cotisations. Il y a des exonérations de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 250 salariés qui sont dans les secteurs particulièrement impactés, hôtels, cafés, restaurants, tourisme, événementiel, où là, il y a une interdiction d'activité économique, et également dans les secteurs dans lesquels il y a des baisses de chiffre d'affaires très importants, du fait des mesures de couvre-feu qui ont été prises en octobre et du fait, bien sûr, du confinement actuel. Je pense à ce qu'on appelle habituellement le retail, donc tout ce qui est de la vente directe de textiles ou autres. Donc ça, c'est une exonération de cotisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas verser les cotisations patronales. Exonération, ce n'est pas report. Parce que le débat qu'on peut avoir avec beaucoup d'entre vous, et je le comprends, et étant chef d'entreprise moi-même, je le comprends au premier chef, c'est de dire, c'est bien de reporter, mais il va falloir payer tout ça. Et comment allons-nous faire pour payer? Là, on est bien sur des questions d'exonération. C'est un dispositif qui est également d'implémentation directe auprès des services de l'URSSAF, et c'est régulé mois par mois. Troisième mesure, le prêt garanti par l'État, donc le PGE, le fameux PGE. On peut aller solliciter auprès de son établissement bancaire au maximum jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires annuel. C'est une interface à avoir avec l'établissement bancaire. Il faut avoir cette discussion avec l'établissement bancaire. L'établissement bancaire doit, puisque c'est dans le dispositif légal, puisque le prêt est garanti par l'État, il doit accepter ce prêt. Il peut y avoir des demandes de documentation. Quel est votre chiffre d'affaires N-1? Quel était le chiffre d'affaires prévu pour cette année? Quel est le prévisionnel pour l'année prochaine? Il est logique qu'un établissement bancaire sollicite une visibilité économique, mais il n'a pas à vous refuser le PGE. Donc, s'il y a un refus de PGE, il faut se rapprocher des services du ministère ou des médiateurs en la matière. Donc, pour répondre à beaucoup de questions que j'ai eues ces derniers temps, oui, il est logique qu'il y ait des demandes documentaires. Il y a un délai d'instruction également dans les établissements bancaires, mais le PGE, si on en remplit les conditions, c'est un droit jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires. Un remboursement étalé entre 1 et 5 ans et avec un système de taux qui est plafonné de 1 à 2,5%. De 1 à 2,5%. Alors ensuite, il y a un certain nombre de conditions, je ne rentrerai pas forcément dans le détail, entre les petites
et les grandes entreprises qui n'ont pas tout à fait le même régime et les mêmes obligations, notamment pour les très grandes entreprises de ne pas verser des dividendes. Donc ça, il faudra regarder dans le détail. Mais le principe, comme je l'ai dit pour l'activité partielle, c'est que vous êtes éligible au PGE qui vous donne une possibilité d'avoir un souffle en termes de trésorerie. La quatrième mesure, et elle est également d'importance, elle était en discussion lors du premier confinement. Thibaut Gulli l'a indiqué, ça a été travaillé par les services de l'État et je pense que c'est important. C'est la question de la prise en charge des loyers. Puisqu'effectivement, lorsque votre activité est arrêtée ou très très réduite, les salaires sont pris en charge au titre de l'activité partielle avec un petit reste à charge. Vous pouvez bénéficier du PGE pour respirer en termes de trésorerie ou être capable de faire vos commandes dans 6 mois, puisque je suis un optimiste invétéré, donc moi je croise les doigts pour que dans 6 mois tout cela soit derrière nous. Donc des commandes pour l'activité économique qui, je le souhaite, va reprendre pleinement dès le deuxième semestre. Il faut pour ça de la trésorerie. Et restait la question des loyers, qui est de dire j'ai quasiment pas d'activité, une activité résiduelle et je dois payer le loyer. Donc le premier temps avait été de dire il peut y avoir une négociation avec les bailleurs. Moi, je vous invite à avoir une négociation, une discussion honnête avec votre bailleur, qu'il soit un bailleur privé, institutionnel ou une foncière. Vous serez partiellement ou pas entendu, mais je vous invite néanmoins à avoir effectivement cette discussion. Et ensuite, deuxième temps, c'est une prise en charge des loyers à travers le crédit d'impôt. Donc l'État a créé un crédit d'impôt pour dire aux bailleurs, notamment bailleurs privés, qui limiteraient ou ne prendraient plus les loyers des locataires, la possibilité d'avoir une partie qui va être restituée en crédit d'impôt. Donc ça permet pour le bailleur qui lui-même a évidemment des frais financiers, frais d'emprunt, d'avoir une forme d'équilibre, c'est-à-dire je perçois moins de loyer, mais j'ai un crédit d'impôt, en face. Voilà. Donc ça c'est un point qui est à mon sens positif. L'ensemble de ces mesures, et je finirai par la dernière, qui est le fonds de solidarité pour les entreprises, les indépendants et les entrepreneurs. L'objectif, une fois de plus, c'est de passer cette deuxième vague, de passer ce moment économique difficile, qu'il n'y ait pas de défaillance des entreprises, de redressement, de liquidation judiciaire, et que les entreprises puissent passer cette période difficile. Cinquième mesure, et j'en aurai fini, le fonds de solidarité pour les entreprises, les indépendants et les entrepreneurs, jusqu'à concurrence de 333 € par jour d'interdiction d'accueil du public, 333 x 30, soit les 10 000 € annoncés par Thibaut Gulli un peu plus tôt. Effectivement, un passage de la mesure de 1 500 € à 10 000 €. Il y a bien sûr des conditions, notamment de la fermeture administrative et ou des chiffres d'affaires en baisse entre 50 et 80% en fonction des cas. Ayez en tête que c'est une aide qui est également sur le cas mensuel et qu'on fait une demande directe auprès du site de la DGFiP, donc Direction Générale des Finances Publiques. Donc, en un mot pour finir, moi je vous invite sur ces 5 mesures à vous poser la question, est-ce que je suis éligible à telle ou telle mesure? Certaines sont structurantes, certaines sont là pour épauler les entreprises dans ces moments difficiles. On peut cumuler ces mesures et la partie déclarative, bon, comme toute partie déclarative, peut amener un certain nombre de justificatifs, mais objectivement est assez facilitée et assez directe. Merci beaucoup, Maître Touranché, pour cette clarification. Je constate que nous avons déjà les premières réactions et des premières questions. Donc, merci à vous et merci encore, Thibaut Gulli, pour ces mots d'introduction. Avant de passer peut-être aux questions-réponses, je vous propose également, mais dans la continuité de l'articulation et l'explication de ces mesures, de laisser la parole à André Festou. Donc, André Festou, qui est directeur de Festou Intérim, mais également président de la CPME du Calvados. André, merci beaucoup d'être ici. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre entreprise, les aides auxquelles vous avez pu mettre en place au sein de votre entreprise et la façon aussi dont vous ressentez ce deuxième confinement en tant que dirigeant d'entreprise?
Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, moi j'ai une entreprise qui se situe en Normandie. Hein. J'ai 4 agences, donc Festou Intérim en Normandie. Nous occupons à peu près aujourd'hui 300 intérimaires pour 15 permanents. Donc une activité qui a été durement touchée par le premier confinement, puisque entre le 16 et le 17 mars, nous sommes passés de 300 intérimaires à 10. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça fait tout drôle, effectivement. Et surtout, ça nous a obligés très très vite à nous poser les questions de savoir comment on allait réagir à cette situation-là, parce que pour le coup, c'était un trou béant que nous avions devant nous. Et j'ai envie de dire, heureusement que très très vite, effectivement, nous avons été... on nous a présenté des mesures qui nous ont permis de relever la tête rapidement aussi, ou en tout cas qui nous ont permis d'y voir plus clair. Alors la première chose que j'avais fait, moi, c'est sans attendre un plan de trésorerie jusqu'à la fin de l'année. Donc on a mis ça en place de façon à avoir une lisibilité sur ce qui nous attendait, parce que la trésorerie, effectivement, c'est quand vous avez une activité qui s'arrête brutalement comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder de très très près, parce que c'est ce manque de trésorerie qui met tout de suite en danger l'entreprise. Donc première chose que l'on a mis en place, et très vite on a été accompagné par l'État, et pour le coup on a pu profiter tout de suite de l'activité partielle, puisque dès qu'on en a connu les modalités, alors évidemment techniquement on sait tous qu'il y a eu quelques difficultés, puisque les plateformes étaient un peu inondées de demandes, mais au-delà de ça, on a su tout de suite que l'activité partielle nous permettait, alors d'une part pour ce qui me concerne, effectivement, comme vous l'avez précisé Loïc, de pouvoir faire travailler quelques permanents, parce que les agences, malgré tout, il fallait qu'on continue, nous, à en assurer la gestion administrative, et puis les autres se seront retrouvés en activité partielle. Mais important aussi, c'est que nous avons des intérimaires qui ont pu être mis en activité partielle, puisqu'ils étaient au même titre que tous les salariés ayant droit. Donc ça, très vite, moi, c'est une mesure qui m'a déjà permis de me dire, bon, voilà un premier amortisseur, en tout cas, qui est quand même utile, puisqu'on va pouvoir, entre guillemets, amortir le coût de nos salariés pendant cette période-là. Et puis, est venue derrière, effectivement, une information sur le PGE. Alors là, on a pris un peu plus notre temps. On fait partie des entreprises qui ont la chance, je pense, sûrement, en tout cas, d'avoir une trésorerie qui le permettait. Mais on a donc réfléchi à ce que l'on devait faire par rapport au PGE. Donc, on a pris la décision de le faire qu'à partir du mois de juin, juillet. Donc, vous voyez, on a quand même eu cette possibilité d'attendre un peu. Mais là aussi, un vrai amortisseur, puisque pour le coup, alors, on n'a pas pris, d'ailleurs, moi j'ai 3 sociétés. Hein, le Festou Intérim, c'est 3 sociétés. Donc, on a décidé de le prendre pour les 3 entreprises, mais pas à sa totalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris les 3 mois. Donc ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un deuxième confinement. Si jamais la situation était amenée à se détériorer, si j'ai bien tout compris, on peut venir abonder à ce que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui, sans que ça pose de difficultés. Et puis le troisième point intéressant, effectivement, c'est que, alors un peu plus tard, on a pris connaissance de cette mesure des exonérations de charges, enfin en tout cas des charges qui avaient été reportées, ce qui était notre cas, puisque pour les entreprises qui du 15 février au 15 mai avaient connu un déficit de chiffre d'affaires d'au moins 50%, on pouvait avoir une exonération du même 50% pour les charges reportées. Donc là aussi, d'une manière très simple, hein, puisque c'est un déclaratif que l'on fait sur la DSN, qu'on va faire nous, puisqu'on avait jusqu'au 30 novembre pour pouvoir le faire. Donc là, on va le faire maintenant. Et ça a été accompagné par l'URSSAF départementale d'un échelonnement du reste à charge. Donc, on a 12 mois pour payer nos charges patronales que l'on avait reportées pour mes 3 sociétés, puisque les 3 sociétés étaient concernées par ce déficit de chiffre d'affaires. Et j'ai une petite société de formation à côté
pour laquelle on a là aussi eu le droit au fonds de solidarité de 1 500 €. Donc, sincèrement, je trouve que toutes ces mesures, alors on a une entreprise saine, mais nous ont permis en tout cas, à la suite du premier confinement, de repartir avec une vraie énergie, un vrai enthousiasme. Et pour nous, on s'est dit, ça y est, la Covid est derrière nous, on va pouvoir rebondir positivement. On a eu à ce moment-là, d'ailleurs, clients. Il semblerait que… Monsieur Festou, vous nous attendez? Hop. Maître Touranché, monsieur Thibauguier, vous nous entendez? J'ai l'impression que monsieur Festou a des problèmes de connexion. On a perdu monsieur Festou, effectivement, il va revenir. On va peut-être attendre qu'il revienne et qu'il continue du coup son témoignage. C'est intéressant de pouvoir en effet… je crois qu'il est en train de se reconnecter, sinon on passera à des questions. Je suis revenu, je crois. Oui, monsieur Festou. Voilà, donc je vous disais, effectivement, on avait des signaux qui étaient vraiment très, très intéressants, très, très porteurs, et des chiffres qui nous arrivaient en nous disant qu'on était plutôt, on risquait de repartir sur une croissance assez intéressante en France en 2021. Donc, moi, je sais qu'on avait mis en place des opérations commerciales pour accompagner nos clients. On a beaucoup communiqué avec nos intérimaires, avec ces mêmes clients, vraiment pour avancer, puis se dire voilà, on va enfin repartir sur quelque chose de positif. Et le second confinement vient effectivement doucher un peu de notre enthousiasme. Alors, ce qu'il faut noter par rapport au sujet d'aujourd'hui, effectivement, c'est que malgré tout, les mesures demeurent. Moi, je sais que demain, si je dois faire de l'activité partielle, je pourrais le faire. Si je dois abonder mon PGE, je sais que je pourrais le faire et que, a priori, il y a des mesures qui nous permettraient même peut-être de le rembourser sur du plus long terme. Donc voilà, il y a ces amortisseurs-là, effectivement. Maintenant, ce qui est important pour nous, ça va être notamment le plan de relance parce que on en entend beaucoup parler. Maintenant, il faut qu'il arrive sur les territoires hein, par des financements qui vont permettre à l'activité de repartir. Mais il y a la confiance, en tout cas pour ma part, je crois, qui est vraiment très très importante. Alors, les pouvoirs publics font beaucoup hein, pour nous accompagner, mais je pense que cette notion de confiance, elle est véritablement importante pour qu'on puisse effectivement sortir pour le coup d'un moral un petit peu en berne. Et quand je parle autour de moi, alors mon activité me permet de rencontrer beaucoup d'entreprises et effectivement ma fonction à la CPME aussi, et on voit bien qu'on a tous pris un gros coup sur le casque, si je peux me permettre, et voilà, donc le rôle de l'État dans ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui, mais pas que comme aide, hein, aussi pour que nous, on puisse redémarrer sainement notre activité, il est évidemment prépondérant. Merci beaucoup pour ce témoignage. Si vous aviez, monsieur Festou, justement un conseil à donner aux autres dirigeants d'entreprise, des personnes avec lesquelles s'entourer, par exemple, pour traverser ce moment, est-ce que vous avez mis en place, vous, du coup, des interactions avec des personnes en particulier, justement, pour mettre en place ces différents dispositifs? Oui, alors, toutes les mesures dont je vous parle, on les a effectivement, on les a eues à notre connaissance, mais on les a partagées avec notre expert comptable, on les a partagées avec nos avocats. Moi, j'ai mis tout le temps, toutes les personnes avec qui nous avons l'habitude de travailler, tous nos partenaires, pour nous aider, parce qu'une réflexion… elle ne se fait pas forcément tout seul. Hein. Moi et mon épouse, on a eu besoin de consulter, d'avoir des puis aussi parce que ça permet d'être dans l'échange, ça permet aussi de ne pas rester confronté à un isolement, parce que quand une situation comme celle-là arrive, on est vraiment seul dans son entreprise. Hein. Donc effectivement, il faut être dans l'échange, et puis surtout aussi de se dire que d'abord avoir la curiosité de connaître tous les dispositifs. Et je sais que c'est pas facile. Nous, on a la chance d'être staffé un peu.
Donc voilà, on a mis tout ça en place relativement facilement. Mais pour le dirigeant d'entreprise qui est tout seul dans sa boutique, qui est aux manettes, qui a les mains dans le cambouis et qui doit prendre le recul nécessaire pour se dire, et l'activité partielle, mais oui, mais c'est une plateforme, c'est compliqué. Enfin, c'est ça la vie d'une entreprise aujourd'hui, vous voyez. Et donc là, moi, ce que je veux leur dire, c'est prenez le temps. Vraiment, il faut vous poser, il faut vous renseigner. Il y a des organes, il y a des organismes qui sont là pour le faire et ne pas se dire de toute façon ces dispositifs c'est pas pour moi parce que je l'entends beaucoup, c'est pas pour moi ces dispositifs-là, j'y ai pas le droit. Renseignez-vous, allez jusqu'au bout de la démarche et vous risquez d'être surpris au bout du compte. Donc voilà, il y a vraiment un conseil, ne pas rester tout seul, s'entourer. Essayer de bien comprendre quels sont les dispositifs et surtout ne pas être fataliste quoi. Il faut en profiter, il faut aller jusqu'au bout de la démarche pour savoir si effectivement voilà. Seule chose qu'on risque, c'est une bonne surprise. Merci Monsieur Festou pour ce témoignage et justement c'est vrai que je rappelle que ce webinaire du coup sera en replay rediffusé après pour permettre justement à chaque dirigeant de s'informer. Si cela vous convient, je vous propose de passer aux questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. La première question pour vous, Maître Touranché, au sujet de la période d'essai. Quel est l'impact de cette activité partielle réduite individuelle sur la période d'essai? Est-ce que cela allonge le délai de la période d'essai? Non, le principe, c'est que ça n'allonge pas le délai de la période d'essai. Les éléments qui allongent les délais de période d'essai sont les suspensions totales du contrat de travail, du type arrêt de travail, puisque je ne peux pas jauger la bonne compétence professionnelle du collaborateur. Donc, il n'y aura pas de prolongement de la période d'essai du fait de l'activité partielle. D'autant plus, comme je disais, l'activité partielle, ça peut être une activité partielle réduite où le collaborateur va travailler quelques heures par jour ou quelques jours par semaine. Merci beaucoup. Mais du coup, de deuxième question aussi, également pour Maître Touranché, une question de précision. Peut-on bien individualiser l'activité partielle par décision unilatérale, même pour les employeurs et les entreprises, sans CSE? Le principe, comme je le disais, c'est l'accord collectif à partir du moment où j'ai des organisations syndicales représentatives dans mon entreprise, donc accord collectif d'entreprise. À cet égard, il y a des branches qui ont signé des accords collectifs de branche, par exemple Bureau d'études techniques Syntec, par exemple Métallurgie. Et dans ces cas-là, vous allez avoir une application directe de la convention collective de branche dans votre entreprise, sous réserve, bien évidemment, que vous fassiez partie de cette branche d'activité. Donc, le premier temps, c'est de vérifier est-ce qu'il y a dans mon secteur d'activité un accord collectif de branche étendu qui a été signé. Je peux l'appliquer. À défaut, je peux appliquer également un accord collectif d'entreprise si j'ai des syndicats. Je peux également fonctionner avec un avis conforme du CSE, c'est-à-dire un vote majoritaire favorable des membres titulaires du CSE sur la mise en place de l'individualisation. Si je n'ai pas de représentation du personnel dans un cadre légal, c'est-à-dire que j'ai mis en place ces élections et il y a un PV de carence où je suis en deçà de tout seuil de mise en place de représentation du personnel, moins de 11 salariés, dans ces cas-là, l'employeur peut de façon unilatérale mettre en place l'individualisation. Il devra en revanche établir des plannings d'activité de façon très précise pour pouvoir démontrer que les collaborateurs respectent l'activité partielle. Je rappelle, je pense que c'est important de le rappeler, qu'on ne peut pas travailler lorsqu'on est sur la partie non travaillée de l'activité partielle, que si on le faisait, on serait en situation de fraude puisqu'il y a des aides de l'État. Et qu'en cas de contrôle, on serait amené à devoir rembourser ces aides et faire l'objet, le cas échéant, de sanctions. Et dans ce cadre-là, moi, je vous invite vraiment à mettre en place par écrit les modalités de l'activité partielle, y compris si vous n'avez pas de représentant du personnel, avec des plannings et avoir un dossier clair sur « j'ai mis en place l'activité partielle à compter de telle date, selon tel planning ». Très bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Et justement, encore dans l'individualisation de l'activité partielle, est-ce que l'individualisation est possible en cas d'activité partielle de longue durée? Alors, il faut faire attention, ça c'est différent. L'activité partielle dont j'ai parlé, c'est l'activité partielle qui fait l'objet d'une déclaration directe auprès des services de l'État. L'activité partielle longue durée, c'est un format différent, c'est un format qui nécessite un accord collectif d'entreprise qui va définir les modalités de l'activité partielle pendant une durée jusqu'à 24 mois
et avec les modalités de prise en charge étatique. Donc, c'est différent de l'activité partielle que je vais qualifier de journalière ou mensuelle. Dans une petite entreprise, si vous êtes en situation d'activité partielle, vous allez en fin de mois déclarer auprès de l'ASP, donc du service de remboursement ou pour obtenir les aides à l'activité partielle. Et finalement, vous allez pouvoir vous mettre en situation d'activité partielle et arrêter comme vous le souhaitez. Vous allez au préalable faire la demande d'activité partielle, par exemple jusqu'au 31 décembre de cette année. Et ensuite, vous allez pouvoir moduler. Ce n'est pas parce que vous avez demandé 300 heures d'activité partielle pour un salarié entre début novembre et fin décembre ou fin janvier que vous allez utiliser ces 300 heures. C'est une déclaration préalable de ce que vous estimez avoir besoin. Mais vous avez la possibilité ensuite de moduler au jour le jour ou à la semaine avec vos salariés en disant bah non, finalement, tu vas travailler plus, finalement, tu vas travailler un peu moins. Les heures travaillées sont évidemment payées à la fin du mois et les heures non travaillées font l'objet d'une déclaration auprès de l'ASP. C'est pour ça que je disais que l'activité partielle de droit commun est un outil très flexible. L'activité partielle longue durée, bah, c'est une négociation avec les syndicats, c'est une négociation avec les partenaires sociaux. Et là, vous devez respecter les règles que vous avez définies dans votre accord collectif d'entreprise. Merci beaucoup. Une autre question maintenant qui lie justement le monde économique, l'entreprise et l'action solidaire hein, qu'on voit de plus en plus se déployer. La question est la suivante. Y a-t-il des incitations complémentaires au bénévolat et ou au mécénat de compétences pour faciliter une autre activité pour les salariés? Alors, est-ce que l'un de vous souhaiterait… Ouais, je pense peut-être en concertation avec Thibaut, Oui. c'est une très bonne question. Pas à ma connaissance à date. Thibaut Gulli et ses équipes, pour y avoir participé, ont travaillé dans le premier confinement sur de la mise à disposition de personnel, sur des formats beaucoup plus flexibles, efficaces de mise à disposition de personnel. Mais effectivement, cette question bénévolat, mécénat est une question très intéressante. Il y a des salariés qui aujourd'hui sont en activité partielle totale, donc sans activité opérationnelle. Il y a évidemment des gens qui ont perdu leur emploi. Donc le débat bénévolat-mécénat est un débat qui, à mon avis, très intéressant. Mais en tout cas, de mon point de vue, à date, non, il n'existe pas de mécanisme particulier. Oui, alors il n'existe pas effectivement de mécanisme particulier, mais il existe des mécanismes, je dirais, habituels, évidemment, qui encouragent le mécénat de compétences et puis qui encouragent le bénévolat de compétences. Et c'est vrai que, comme le disait Maître Touranché, je pense que ça renvoie aussi à la question, ou à la dernière remarque d'André Festou. Je pense que dans une période comme celle-ci, il y a évidemment toutes les mesures et puis tous les dispositifs qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle de son entreprise ou à l'échelle de l'État en soutien aux entreprises ou etc. Ça, c'est toute la mécanique qui est très concrète, très pragmatique pour permettre de faire face, équilibrer autant que possible ses charges et ses produits, faire face à sa trésorerie ou etc. Mais après, il y a la question de l'état d'esprit. L'état d'esprit dans lequel on aborde ces périodes-là. Et ça me semble absolument et peut-être au moins aussi indispensable pour pouvoir surmonter ces épreuves-là. L'état d'esprit d'abord du dirigeant, évidemment, parce que s'il a du mal, effectivement, et c'est évident que le coup sur la tête, comme le disait Monsieur Festou, il est particulier d'ailleurs sur cette deuxième période, parce que je dirais sur le premier confinement, là on a pris effectivement un coup au casque pour reprendre votre expression, mais il y avait une forme de début et puis on imaginait bien la fin, quoi. Et ça pouvait quand même ressembler finalement à quelque chose comme une sorte de parenthèse inédite, très dure, brutale, ou etc., mais avec un début, une fin là-dessus. Ensuite, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits par les entreprises et puis par l'ensemble des acteurs pour faire en sorte de pouvoir rebondir après cette période-là. Et au moment où en fait il y a un certain nombre de ces efforts qui sont réalisés, la deuxième vague arrive et donc là,
psychologiquement, je pense qu'on est quand même dans une situation qui est un petit peu différente. Il faut aller chercher les ressources ailleurs. Et parfois, on a déjà puisé pas mal dans ces ressources personnelles. Et c'est pour ça qu'il y a une invitation peut-être encore plus forte à être dans la coopération, dans l'écosystème, dans la relation à l'écosystème, ce que disait Loïc Touranché. Cet écosystème, il ne s'arrête pas à la porte de votre entreprise et des relations avec vos fournisseurs ou vos clients, ou etc. On l'a vu pendant la première période du Covid. Le confinement touche les plus fragiles et les plus vulnérables. Heureusement, l'école est ouverte aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que, en termes d'accès et de réussite scolaire, hein, ou de réussir en fait à passer un petit peu de réussir les études, les activités scolaires, les activités sportives qui sont fortement soit arrêtées, soit fermées, soit fragilisées. Et évidemment, pour les familles, pour les enfants, par exemple, qui sont dans des familles plus modestes, etc., la situation est plus compliquée. La fracture numérique aussi, on l'a vu, fait que ça éloigne les malades, les familles, la possibilité de pouvoir télétravailler dans des bonnes conditions, etc. Donc, on a un énorme enjeu de solidarité, évidemment, qui doit encore s'accélérer pour pouvoir accompagner en fait tout ce qui est accompagnement physique et numérique pour recréer du lien et maintenir des liens là où ils sont parfois distendus par évidemment les mesures nécessaires sanitaires. Je pense aussi à la pauvreté qui s'est fortement renchérie et donc pour les étudiants qui ne peuvent plus travailler, pour des familles qui ont perdu leur travail ou qui ont vu des baisses de revenus, on voit bien les banques alimentaires, on est en lien avec aussi toutes ces associations que je salue au passage, mais les collectes alimentaires ou etc. sont beaucoup plus sollicités. On voit évidemment beaucoup de familles et de personnes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir qui ont aussi besoin de cette solidarité, je dirais, de base pour pouvoir s'en sortir. Donc les besoins sont immenses, immenses. Et puis de l'autre côté, vous avez effectivement parfois des ressources, des personnes qui ou n'ont pas de travail, ou sont en activité partielle, partielle, comme le décrivait Loïc Touranché. Et je pense que c'est l'occasion d'essayer de mettre à profit en fait aussi ces périodes de faible activité pour mobiliser vos ressources, entre guillemets, donner la possibilité, en tout cas à vos collaborateurs, de pouvoir s'engager au bénéfice de toutes ces causes qui sont absolument essentielles et finalement auxquelles, d'une manière ou d'une autre, on finit par être reliés parce que la fragilité des uns finit dans une société par toucher les autres. Et donc, on a des actions maintenant concrètes pour ça. Je pense notamment à Tous Confinés, Tous Engagés, qui a été lancé à l'initiative de pas mal d'associations et qu'on a soutenu avec la France Une Chance, qui a très bien fonctionné pendant le premier confinement. Et je vous invite en tout cas, si vous avez du temps, si vous avez de la disponibilité ou si vous pouvez en accorder en tout cas à vos équipes ou à votre entourage, de les amener à aller sur ces plateformes de type Tous Engagés, Tous Confinés pour trouver en fonction de votre disponibilité ou etc. Et de votre sensibilité, les causes sur lesquelles votre temps va avoir de l'impact. Je pense aussi à la réserve civique on a 300 000 personnes qui se sont inscrites sur la réserve civique, qui est aussi un outil qui est développé par l'État d'ailleurs, avec une start-up d'État, et qui permet de connecter justement ces ressources de solidarité et d'énergie avec les besoins primaires, je dirais les plus essentiels de la société pour venir en aide aux plus fragiles. Donc ça, c'est aussi, il me semble, dans ce type d'action-là, qui peut paraître à certains égards se dire la solidarité on verra après, j'ai ma trésorerie de fin de mois à gérer ou etc. Moi j'ai envie de dire il faut faire les deux quand on est dirigeant aujourd'hui dans cette crise, parce que il y a besoin de donner du sens, il y a besoin de transmettre de l'énergie, il y a besoin de mettre dedans du partage, et c'est à travers aussi ces actions-là de mobilisation et d'engagement des entreprises qu'on peut s'en sortir. Donc c'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est pas
la chose qu'on essaye de faire en plus éventuellement si on a le temps. Mais à mon avis, cette solidarité-là et les valeurs que vous incarnez, que vous portez à travers votre entreprise, à travers votre action personnelle, me semblent absolument essentielles à vivre peut-être de façon encore plus intense et de façon plus aiguë dans cette période. Merci beaucoup. Justement, pour continuer dans ce souhait aussi, cet élan de solidarité au-delà du temps avec le bénévolat, le mécénat de compétences. Une autre question concernant justement ces sujets. Y a-t-il des mesures revisitées pour orienter les budgets vers ceux qui peuvent et œuvrent aux actions sociales et solidaires de manière inclusive? Plus largement, comment les entreprises peuvent aussi s'engager sur ça? Alors, d'abord, ça peut peut-être me permettre de faire un petit focus, par exemple, aussi sur le plan jeune, parce que en fait, cette solidarité, elle s'exprime quand même aussi à travers les impôts, la solidarité nationale et à quoi ils servent. Et une des dispositions phares et prioritaires portées par le gouvernement et voulu par le président de la République, c'est de venir en aide de façon massive aux jeunes. Avec le plan « Un jeune, une solution ». D'ailleurs, on sera aussi en Normandie le 12, Monsieur Festou, avec la France Une Chance, ses PME et puis tous les acteurs qui sont mobilisés, toutes les entreprises qui sont mobilisées à cet égard. Un jeune, une solution, c'est quoi? C'est donc ce constat cet enjeu essentiel qui est de faire en sorte que nos jeunes ne soient pas une génération sacrifiée, parce que on pense que, d'abord, faire société, si on abandonne notre jeunesse, ça serait quelque chose d'assez terrible, et il n'y a pas besoin de faire de dessin. Je pense que vous êtes tous sensibles à ce sujet-là. Et puis, y compris du point de vue des entreprises, ça serait de se priver en fait des capacités, des compétences dont on aura besoin. Et je vous rappelle qu'avant le Covid, c'était plutôt cette difficulté-là qui faisait que les entreprises avaient du mal à recruter, à trouver les bonnes compétences, etc. Donc, n'ayons pas la mémoire courte et n'oublions pas que, pour partager l'optimisme de Loïc, après cette période-là, on va repartir de plus belle, sans doute différent, sans doute en prenant en compte, et c'est tant mieux, un certain nombre d'apprentissages, d'enseignements pour peut-être faire évoluer un petit peu nos modèles économiques, nos pratiques, nos modes de fonctionnement, mais ça va repartir. Et à ce moment-là, on aura besoin de notre jeunesse. On aura besoin de pouvoir se tourner sur notre jeunesse qui aura développé son expérience professionnelle, qui aura des compétences à apporter, qui aura un regard aussi qui viendra revivifier celui qu'on peut porter, nous, sur notre société et sur les entreprises. Donc, tout ça pour vous dire que Un jeune, une solution, c'est un programme qui est majeur et donc on a été évidemment très honorés. On est très concentré aujourd'hui au commissariat puisque Elisabeth Borne a souhaité nous confier son déploiement avec les clubs La France Une Chance et puis évidemment tous les acteurs, je pense notamment au service public de l'emploi puis la DGFP. C'est quoi ce plan jeune ? C'est des mesures de soutien pour que vous puissiez recruter des jeunes, tout simplement. Donc, c'est l'aide à l'embauche des jeunes que vous connaissez peut-être ou sans doute. Quand vous recrutez un jeune de moins de 25 ans jusqu'au début de l'année, c'est 4 000 € de primes à l'embauche pour les jeunes. Si vous recrutez des apprentis et des alternants, et j'ai envie de vous dire, franchement, si vous avez des entreprises aujourd'hui, ne pas saisir l'opportunité de recruter des apprentis, c'est 5 000 € d'aide pour les moins de 18 ans, 8 000 € d'aide pour les plus de 18 ans. Ça veut dire que le reste à charge, financier, je parle, est extrêmement limité. Nous avons mobilisé déjà des centaines d'entreprises, des milliers d'entreprises qui recrutent ces jeunes en se disant mais c'est la période, c'est le moment. D'abord je serai au rendez-vous de l'histoire et puis du besoin de la société par rapport aux problèmes dont je vous parlais, mais c'est aussi l'occasion pour moi, entrepreneur, de finalement à moindre coût quand même, d'investir dans les compétences et d'investir dans l'avenir de mon entreprise, d'investir dans le soutien à mes équipes, etc. là-dessus. Donc, recruter des alternants, et ça, c'est des mesures de soutien financières qui dureront jusqu'à fin février. Donc, on ne peut que vous encourager à passer à l'action si vous ne l'avez pas encore fait. C'est prévu de prendre un apprenti, d'en prendre peut-être 2 ou 3. C'est une opportunité pour vous. Ça vous permettra de régler une partie de vos problèmes et en même temps d'être solidaire de la société tout entière. Et puis ensuite, après, d'ailleurs, il y a des jeunes aussi dont on sait très bien que leur situation est
est plus difficile encore. Ils n'ont pas encore forcément la capacité, l'orientation, la formation, l'autonomie pour pouvoir aller à l'emploi. Et c'est là où on a mis en œuvre aussi tout un bouquet de solutions. Je pense à l'engagement. On parlait tout à l'heure de l'engagement des entreprises, mais là, on crée aussi 100 000 places supplémentaires pour que les jeunes puissent venir s'engager dans le service civique, au service des transitions écologiques, des solidarités, etc. C'est 100 000 contrats aidés supplémentaires pour pouvoir faciliter pour les jeunes qui ont parfois eu moins d'opportunités de développer des qualifications ou des diplômes, etc., de leur permettre de pouvoir rebondir. Et c'est tout un tas de mesures d'accompagnement très fortes, sans précédent, j'ai envie de dire, puisqu'il y a 6,8 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Mais ces 6,8 milliards d'euros qui sont mis sur la table, c'est la même chose que pour les aides aux entreprises. Il y a aussi après d'ailleurs un état d'esprit, un engagement collectif. C'est pas un plan gouvernemental, un jeune une solution. Ça doit être un plan de mobilisation nationale. Ça doit être moi, en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'acteur de mon territoire, qu'est-ce que je peux faire pour être au rendez-vous de la jeunesse, au rendez-vous des jeunes, etc. Donc, il y a une boîte à outils. Il faut s'en emparer. C'est une opportunité aussi pour vous, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, un devoir collectif que d'être au rendez-vous de ça et de faire en sorte que ces 6,8 milliards d'euros permettent de tenir cette promesse, j'ai envie de dire, inconsidérée, mais qui est aussi un devoir moral que nous avons vis-à-vis de notre jeunesse. Un jeune, une solution, n'en laisser aucun au bord de la route. Donc, toutes ces mesures-là, il faut s'en saisir. Et les rencontres que nous avons en région avec La France Une Chance, ce soir à Nantes, dans 3 jours en Normandie, et puis dans toutes les régions de France, merci aux animateurs de La France Une Chance de nous aider à organiser ça avec les préfets, les présidents de région, c'est de bien montrer que déjà on est dans l'action, que les entreprises recrutent, qu'il y a déjà des jeunes qui peuvent s'en sortir avec ça, et que tous ceux qui font et qui ont déjà fait, je rappelle quand même les chiffres, quand même en août et en septembre, on a réussi à augmenter de 1,3% le nombre de recrutements par rapport à 2019. Ça n'est pas suffisant, mais c'est quand même déjà extraordinaire dans cette période-là. Et ça, c'est parce qu'il y a de l'engagement de chacun que ça peut se fonctionner. Il faut qu'on puisse amplifier ce mouvement-là. Et donc, que chaque entreprise aille dire, voilà, c'est une chance, et aller discuter avec ses collègues, ses fournisseurs, ses clients, etc., et dire, pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu peux faire de plus? C'est dans cet état d'esprit-là qu'on va sortir de la crise en se sentant meilleur, en se sentant plus solide, et c'est vraiment très important. Merci beaucoup pour ces informations sur le plan Un jeune, une solution. Une nouvelle question maintenant au sujet du FNE formation. Est-il prévu de modifier à la baisse les modalités de prise en charge des coûts pédagogiques qui sont de 80% dans le cadre de l'APLD et de 70% dans le cadre de l'activité partielle de droit commun? Non, alors, de mon côté, je n'ai pas vu de texte, de projet ou de disposition qui aurait vocation à baisser la prise en charge des coûts pédagogiques. Je pense que ça peut recouper avec la question au-dessus qui est très importante parce que ça, beaucoup d'entreprises se posent la question qu'est-ce qui se passe au 1er janvier concernant les prises en charge de l'activité partielle. Je pense que le gouvernement et relayé en cela par Thibaut Gully prendra les bonnes décisions sur le sujet à partir du moment où on est encore en situation de qui couvre-feu, qui confinement et qui a un impact majeur des décisions étatiques sur l'activité des entreprises, le soutien sera encore présent. Donc je ne peux pas penser que si on est encore en situation de confinement au mois de janvier 2021, après une reprise éventuelle en décembre ou pas, les systèmes notamment d'allocation sur l'activité partielle diminuent. Donc ce point-là, j'imagine, est aujourd'hui, comme on dit, dans les tuyaux. Il va être travaillé au niveau du ministère du Travail. De la même façon, sur la prise en charge des coûts pédagogiques. La logique aujourd'hui, on la voit bien. Elle était présente au 1er confinement, elle l'est au 2e confinement. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de défaillance d'entreprise. Soutenir l'activité économique et ce qu'indiquait Thibaut Gully, je crois, est important et c'est vrai que nous on l'a vécu aussi dans notre activité professionnelle.
En 2019, la problématique des entreprises, pour beaucoup, c'était fidéliser ses salariés, recruter les bonnes compétences, attirer les talents. Et donc, à la reprise, ces questions se posent également. La question de la formation des collaborateurs aujourd'hui en poste, en période d'activité partielle, est à mon avis une question qu'il faut impérativement se poser pour avoir un redémarrage de l'activité économique avec des collaborateurs sans doute reconnaissants vis-à-vis de l'entreprise qui les aura formés, motivés et avec des compétences nouvelles. Donc, sur ces deux questions, la réponse juridique est nous n'avons pas les textes pour le moment et donc nous sommes effectivement en position d'incertitude ou d'attente. Merci beaucoup. Avant de prendre la dernière question en réaction notamment au sujet évoqué du plan Jeunes Solutions par Thibaut Guilhuy, je vous propose de lancer un sondage. Vous allez voir dans l'onglet sondage pour savoir si ce webinaire vous a été utile. Vous pouvez voter de 0 à 5, 0 étant non utile et 5 étant très utile. Dernière question peut-être pour Thibaut Guilhuy en réaction du coup aux informations concernant le plan Un jeune, une solution. Déjà des très bonnes réactions et des remerciements sur ce plan qui est évoqué comme utile pour mettre en place des sujets au sein de l'entreprise. Et la question est la suivante. Est-il envisagé des actions similaires sur d'autres générations? Oui, je voyais quelques réactions, etc. Donc, d'ailleurs, pour terminer là-dessus, ça sera lancé officiellement et opérationnellement le 19 novembre. Mais vous aurez un portail unjeune-une-solution.fr qui permettra d'accompagner chaque jeune sur ses solutions sur son territoire et de permettre aux entreprises aussi d'être accompagnées pour pouvoir s'engager sur un jeune, une solution de façon très concrète. Être accompagné dans les 48 heures par un service, j'ai envie de dire, VIP par le service public de l'emploi, de manière à vous aider à trouver la bonne aide, de vous aider dans le sourcing, de vous aider en fait dans le passage à l'action pour être extrêmement concret. Donc, unjeune-une-solution.fr pourrait être votre outil à partir du 19. Ça sera aussi l'occasion, cela je voyais quelques entreprises qui sont déjà engagées dans la jeunesse, de pouvoir mettre aussi en valeur vos engagements pour la jeunesse. Je pense que c'est très important aussi que si vous faites des choses, nous vous en sommes reconnaissants et nous avons besoin que vous le communiquiez pour montrer combien ça crée de la valeur, combien ça a du sens pour vous que de vous engager pour les jeunes et du coup de lever parfois les quelques barrières que d'autres peuvent se mettre et qu'on crée vraiment un mouvement en la matière. Donc unjeune-une-solution.fr, vraiment à partir du 19, j'espère que vos belles initiatives, on les retrouvera et que on retrouvera vos logos et vos engagements sur ce site, pas pour vous la jouer, mais pour créer cet état d'esprit positif pour tout le monde. Maintenant, est-ce que s'occuper des jeunes, de s'occuper des personnes vulnérables ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper évidemment de tout le monde. Donc, on n'a pas forcément trop évoqué ces sujets-là, mais d'abord, les principales mesures et le principal effort, il est quand même fait en direction des salariés aujourd'hui, hein, et de toute une batterie de mesures. On a parlé de l'activité partielle, mais je pense aussi à tout ce qui est dispositif de formation, le FNE, etc. Enfin, je veux dire, c'est des milliards qui sont mis pour faire en sorte que déjà tous les salariés, ceux qui étaient à l'emploi, puissent traverser le mieux possible en fait ces périodes-là, puissent éventuellement organiser leur transition de la façon la plus sécurisée et utile possible à travers notamment l'accès à la formation. Et puis ensuite, pour les personnes qui sont sans travail, on renforce d'abord de manière générale le service public de l'emploi, hein, avec des moyens considérables et tout à fait légitimes en direction de Pôle emploi, mais des missions locales ou etc. pour assurer un accompagnement de qualité et s'adapter en fait à l'augmentation du nombre de personnes qui sont à accompagner. Et ensuite toute une batterie de mesures au-delà des mesures des jeunes pour faciliter en fait le passage à l'action, etc. On n'a pas parlé évidemment par exemple des emplois francs, le dispositif emploi franc qui a permis quand même à la fin de l'année, on aura recruté plus de 20 000 personnes à travers les emplois francs dans les quartiers prioritaires de la ville, hein, qui sont portés par la ministre de la Ville, Nadia Hay. Il y a
tout un tas de mesures, notamment en direction effectivement de ces territoires sur lesquels le chômage prospère plus et où les difficultés pour retrouver un emploi sont plus fortes. Évidemment, période de crise, on sait très bien que ces difficultés sociales sont renforcées. C'est pour ça que nous avons mis en place des mesures très fortes là-dessus. Et dans le domaine de la politique du handicap, avec Sophie Cluzel, où l'apprentissage, par exemple, c'est jusqu'à 30 ans. L'aide des 4 000 €, c'est sans condition d'âge, parce que là aussi, il faut qu'on soit plutôt à l'offensive, je pense, sur l'inclusion et sur le recrutement des personnes les plus vulnérables. Parce que s'il y a bien quelque chose que nous enseigne cette crise, c'est que on était plein de fragilités, et c'est peut-être parce qu'on n'a pas été assez à l'écoute de nos fragilités on a parfois plus de mal à faire face à cette situation. Et donc, plus on sera solidaire de ceux qui seront les plus fragiles, et plus du coup on ressortira plus fort de cette période. Donc voilà. Et maintenant, s'il y a encore des trous dans la raquette, comme on dit, c'est aussi ces échanges-là qui ont été très nourrissants. Et merci pour ça, parce qu'on sait qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. Et c'est avec les clubs de la France Une Chance que vous nous remontez énormément d'informations, énormément d'encouragement sur ce qui est positif, mais aussi de ce qui dysfonctionne ou de ce qui manque. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on complète la palette et le travail n'est pas fini. Merci beaucoup. Je rappelle que ce webinaire, du coup, est entièrement enregistré et sera rediffusé en replay. Par ailleurs, pour poursuivre un petit peu la quête aussi d'informations, depuis hier, donc depuis lundi 2 novembre, pardon, un numéro spécial d'information sur les mesures d'urgence pour les entreprises en difficulté est effectif. Il s'agit du 0806 000 245. Il sera accessible du lundi au vendredi de 9h à midi, de 13h à 16h. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Thibaut Guilhuy, Loïc Touroncher, André Festou pour vos interventions. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Les prochains webinaires seront relayés sur les réseaux sociaux, notamment la France Une Chance et de Thibaut Guilhuy, pour se retrouver et répondre encore à toutes vos questions. Merci à tous.